Monsieur le Président, maintenant que monsieur le rapporteur est là, mes chers collègues, donc nous accueillons Monsieur Robert Namias, journaliste et écrivain. C'est bien sûr au titre de vos fonctions à la direction de l'information de TF1 que de 1996 à 2008 et auparavant comme directeur de la rédaction de 92 à 96 que nous souhaitions vous entendre aujourd'hui. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant notamment. Aussi, compte tenu des faits qui ont été révélés par la presse à partir de 2021, s'agissant d'un animateur star de la chaîne dont je rappelle que nombre de faits sont prescrits ou classés, ce qui nous permet d'aborder cette question aujourd'hui. Voilà, pas la totalité, mais quand même une partie. Il nous a semblé pertinent de vous donner la parole afin que vous puissiez éclairer les membres de la commission sur les conditions qui, à l'époque, auraient permis à la direction de la chaîne de fermer les yeux sur de tels agissements. Est-il réellement possible que la direction de la chaîne n'ait jamais rien su de ces faits qui apparaissent, hélas, relativement nombreux ? Certains témoignages de victimes laissent en effet entendre que des membres de la direction de TF1, dont vous-même, pour l'une de ces agressions, ont bel et bien été informés de certains de ces faits. Il ne s'agit nullement pour nous de nous substituer à la justice pénale, que ce soit très clair, mais bien de comprendre comment le silence a pu perdurer aussi longtemps, et avec lui les violences présumées commises par ce présentateur. Je rappelle que cette audition, on parle de Patrick Poivre d'Arvor, que ce soit clair. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie. Donc vous avez la parole. Je vous propose de prendre la parole pendant 10 minutes et ensuite on passe aux questions. Ça vous va ? Pardon. J'ai pourtant l'habitude. Je voudrais vous remercier, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, parce que c'est, depuis en effet, vous avez rappelé que cette affaire a été évoquée dans la presse il y a maintenant exactement 3 ans, par le journal Libération, avec 8 témoignages de femmes. Et je vous remercie parce que vous avez souhaité m'entendre, alors que depuis 3 ans et demi, ou 3 ans que dure cette affaire, je n'ai jamais été entendu par personne. C'est-à-dire que lorsque vous posez des questions sur ce que j'ai pu dire, vous avez lu à travers la presse 2 phrases reprises après un coup de téléphone de journaliste. Je n'en ai vu aucun. Et puis, jamais rien qui ne soit validé, soit par la police, soit par la justice. C'est toujours des procès-verbaux qui paraissent dans la presse, dont on sait très bien, je ne suis pas naïf et vous non plus, comment ils parviennent jusqu'aux rédactions. Mais la vérité, c'est que moi, je m'étonne beaucoup de n'avoir jamais été entendu par personne. Et c'est quand même et c'est ce que je vais essayer, et c'est pour ça que je vous en remercie, d'expliquer comment fonctionne, comment voulez-vous comprendre cette affaire, comprendre qu'on pouvait dire, et je viens de prêter serment, qu'on ne savait rien de ce dont on parle. Et ce dont on parle, ce sont des agressions sexuelles d'une gravité extrême, ce sont des viols inacceptables, qui sont des crimes. Et comment peut-on conduire cette affaire malgré les prescriptions ? Mais en fait, il y a eu la question de la sérialité qui a été évoquée, qui permet aujourd'hui de ressortir à peu près tous les dossiers. Comment peut-on imaginer enquêter sur cette affaire sans avoir, il se trouve que je suis le dernier survivant de la direction de TF1, et sans avoir essayé de comprendre, j'entends de la part de la police, et aujourd'hui sans doute des juges d'instruction, sans avoir essayé de comprendre comment fonctionnait TF1 et comment, seul et dernier, je peux affirmer aujourd'hui ce qui, j'en conviens, paraît presque inaudible. J'en conviens, je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Que, évidemment, nous n'imaginions pas un instant
qu'il puisse y avoir eu de tels crimes de commis à TF1, dont il faut dire d'ailleurs que sur les témoignages prescrits ou pas prescrits, j'ai vu qu'il y avait à peu près 80 témoignages déposés, plaintes déposées, soit prescrites, soit non prescrites. Et j'ai eu moi-même, vous l'imaginez bien, un certain nombre de contacts avec certains ou certaines de celles qui ont déposé plainte, qui étaient mes collaboratrices, qui travaillaient à la rédaction de TF1. Mais il faut quand même préciser que lorsqu'on dit TF1, ou lorsque je dis « moi, je ne savais rien », il s'agit en l'occurrence des collaboratrices de TF1. Il y en a eu 5 ou 6 sur les 80 plaintes déposées. Donc l'essentiel de ce qui est reproché aujourd'hui à Poivre d'Arvor s'est passé très souvent dans les locaux de TF1, ou à l'extérieur, mais très souvent dans les locaux de TF1, mais ne concerne pas des collaborateurs de TF1. Ça, je voulais quand même le préciser. Alors, pour le reste, je vais vous dire 2 choses, et puis, pardon, j'ai déjà été trop long. Je me livrerai évidemment et tenterai de répondre à toutes vos questions. D'abord, c'est une énorme blessure, moi je peux vous le dire, qui s'est ouverte en novembre 2021, quand j'ai eu ce coup de téléphone d'un garçon qui s'appelle Jérôme le Filiatre, et qui était le journaliste de Libé qui a sorti l'affaire, et qui est maintenant au Monde. Et c'est une énorme blessure parce que, d'abord, ça ne correspond évidemment à rien, enfin peu importe, c'est pas le problème de ce que je suis, mais ça ne correspond surtout à rien, et ça ne veut rien dire, et ça n'évoque en rien TF1 et le fonctionnement de TF1. J'aurai, j'imagine, l'occasion d'y revenir. C'est une blessure parce que quand je vous entends, Madame la Présidente, à juste titre, j'en conviens tout à fait, dire mais comment la direction de TF1 ne pouvait pas savoir, comment vous ne pouviez pas savoir, je ne savais pas, et c'est terrible de se faire entendre dire ça à chaque fois qu'un journaliste vous téléphone ou que la présidente d'une commission vous le dit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que moi, je me pose beaucoup de questions, et on a forcément raté quelque chose à TF1. Je vous le dis. Moi, j'ai raté quelque chose. Oui, mais voilà. Mais qu'est-ce qu'on a raté? On a raté... Alors, il faut quand même aussi se remettre dans le contexte. On va être obligé de répéter des choses qui se disent beaucoup depuis 3 ans. Le contexte n'était absolument pas le même sur, effectivement, le regard que l'on avait sur ce qu'on appelle la drague, les dragues lourdes, les propos sexistes, machistes, etc. Et donc le contexte était extraordinairement différent, mais il se trouve que, malgré tout, on a quand même raté quelque chose. Et on l'a raté, je me pose d'autant plus de questions sur la façon dont on a fonctionné, que moi je suis très très fier du travail qui a été fait, Dieu sait si on a été critiqué, la puissance méritait sans doute cette critique, mais c'était tout à fait normal, on a fait des erreurs, on en a fait d'autres, mais en revanche, là en l'occurrence, il se trouve que mon encadrement à moi, au plus haut niveau, était intégralement féminin, intégralement. Ma plus proche collaboratrice, la directrice des reportages, qui est au quotidien dans la rédaction, c'est pour ça que je dis il faut comprendre comment fonctionnait la rédaction. Moi, j'ai passé ma vie dans la rédaction. Les gens me venaient me voir en permanence. Je bavardais avec 30 ou 40 collaborateurs tous les jours sur leur travail, leur vie, y compris leur vie personnelle, d'ailleurs, quand ils voulaient bien m'en parler. Bon. Et ma plus proche collaboratrice, Catherine Nel, était directrice des reportages. Elle avait succédé à un garçon qui s'appelait Claude Carré. Et avant qu'elle ne soit la directrice des reportages, elle était la rédactrice en chef du 13h. Les 2 rédacteurs en chef du 20h et du 13h étaient des femmes. Geneviève Gallet pour le 20h de Poivre d'Arvor. Et donc, pendant très longtemps, il y a eu plusieurs collaboratrices, plusieurs femmes qui ont été rédactrices en chef du 13h, donc Catherine Nel. Et la structure de la rédaction, qui était composée de 6 chefs d'information qui, au quotidien, géraient les commandes de reportage, la fabrication de reportages, en fonction des choix éditoriaux que je pouvais faire,
toutes étaient des femmes. Toutes. Mais... Donc, je me dis quand même que dans une rédaction où on se parlait tout le temps, où moi, je n'ai jamais dérogé à la règle qui voulait que tous les jeudis, pendant 2 heures, je réunissais les 30 cadres de la rédaction et pouvait y assister qui voulait pour une réunion de communication et de dialogue sur la façon dont fonctionnait la rédaction. Il y a donc quelque chose qui a cloché et pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé quoi, sinon que le mode de fonctionnement dont on parlera de l'époque faisait que celles qui auraient dû parler ont cru qu'elles ne pouvaient pas parler ou qu'elles n'avaient pas envie de parler. Merci, monsieur le rapporteur. Et après, j'aurai évidemment une première question. Oui, merci, Madame la Présidente. J'aimerais revenir, monsieur Namias, sur des faits qui ont été révélés récemment par le journal Le Monde. Le journal Le Monde nous dit qu'en 2005, il y a eu un début d'instruction et que M. Patrick Poivre d'Arvor a été longuement entendu par la police et qu'il y a même eu des perquisitions ou des rencontres des policiers à l'intérieur même des locaux de TF1. Vous imaginez bien que dans une entreprise sérieuse comme TF1, quand des policiers ont l'autorisation, parce qu'ils viennent et il y a toujours des autorisations, il y a toujours une procédure pour faire rentrer des policiers dans une maison comme la vôtre, on s'étonne que visiblement personne n'était mis au courant. Et j'aimerais avoir sur ce sujet, sur ce point, votre réponse. Est-ce que vous avez été mis au courant à l'époque? Vous étiez quand même le chef de la rédaction. Et comment, si vous n'avez pas été mis au courant, comment est-ce possible et quels ont été, j'ai envie de dire, au sens propre et au sens figuré, les chemins empruntés par ces policiers pour aller interroger Patrick Poivre d'Arvor à l'intérieur même du siège de TF1? Alors, évidemment, ça marche. Évidemment, je n'étais pas au courant, je l'ai dit, je le confirme absolument. Je n'étais pas au courant, j'ai prêté serment, donc je le confirme. Du tout. Vous avez lu comme moi Le Monde. En plus de vous, j'ai eu longuement au téléphone, j'imagine que vous l'avez peut-être eu. Moi, j'ai eu très longuement, c'est lui qui m'a informé à 8h du matin de sa volonté de faire un papier après une enquête. J'ai eu le journaliste du Monde, Jérôme Le Filiatre, qui m'a informé de ce document, parce que apparemment c'est quand même un document. Quel document? On ne sait pas. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous êtes en possession de ce document. C'est-à-dire, c'est vraisemblablement un procès-verbal de la police. Quel procès-verbal? Qu'y a-t-il de dit dans ce procès-verbal? Moi, je n'en ai aucune idée. Si vous arrivez à avoir ce procès-verbal, vous verrez ce qu'il dit exactement. Moi, je n'en ai strictement aucune idée. Maintenant, je vais vous donner quelques explications. Et puis peut-être une hypothèse. La première explication, c'est que vous avez raison. S'il y a perquisition, d'abord c'est un magistrat, c'est pas les policiers. Les policiers perquisitionnent accompagnés par un magistrat. Bon, apparemment là, d'après ce que je lis dans la presse, comme vous, il n'y avait pas de magistrat. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième, donc c'était pas une perquisition, c'est très important. Lorsqu'il y a perquisition, bien évidemment, la direction juridique de TF1, la présidence de TF1 et le secteur, il y avait 2 secteurs, les programmes ou l'information. Les programmes, c'était Étienne Moujotte, les programmes, c'était moi. Les programmes, c'était Étienne Moujotte, l'information, c'était moi. Bien évidemment, nous étions informés de la perquisition, surtout qu'elle pouvait concerner nos bureaux. Il ne s'agit absolument pas de cela dans le cas que vous évoquez, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc, en outre, indication qu'il ne donne pas dans le journal, Jérôme Le Filiatre met au téléphone que cette venue, on appelons ça une venue, rien d'autre, cette venue des policiers s'est passée à 13h. Quand vous connaissez les locaux de TF1, et quand vous connaissez les locaux de TF1, je vais être très bref, mais il faut que je m'explique, puisque quand même c'est une forme d'accusation. Les locaux de TF1, pour la rédaction, c'était 3 étages dans la tour de TF1.
dont 2 étages entièrement occupés par les journalistes de la rédaction, avec des plateaux qui pouvaient recevoir entre 50 et 60 journalistes, plutôt une centaine d'ailleurs. Et il se trouve qu'au 2e étage, séparé par un très large couloir, il y avait le plateau de la direction, qui faisait à peu près 100 mètres de long. Bon. Et ce plateau, il y avait un bureau fermé qui était celui de Poivre à un bout, et un autre bureau fermé qui était le mien, qui était le bureau de la direction de l'information, avec, à côté de ce bureau, un secrétariat avec 3 assistantes. Bon. Et Poivre avait de son côté 2 assistantes contre son bureau. Et dans cet espace, il y avait un très grand bureau inoccupé toute la semaine, qui n'était pas fermé, qui était celui de Claire Chazal. Il y avait un bureau à côté, qui était celui des chefs d'édition. Ce sont ceux qui gèrent le fonctionnement technique de la fabrication du journal. Et il y avait ensuite le bureau de la rédactrice en chef, qui n'avait pas de secrétaire, qui utilisait éventuellement les assistantes de Poivre. Bien. Dans une rédaction comme celle-ci, surtout la première, certains d'entre vous auraient pu le faire d'ailleurs, bien évidemment, en permanence, on recevait des gens toute la journée. Bon. Moi, j'avais toujours quelqu'un dans mon bureau, et quand j'avais pas quelqu'un dans mon bureau, j'étais dans la rédaction pour parler avec les journalistes. Très souvent, la plupart du temps, même quand j'avais des gens dans mon bureau, la porte restait ouverte. Il se trouve que parfois, elle se fermait. Poivre avait pour habitude de fermer sa porte. Bon. Et il recevait aussi beaucoup de gens, ce qui est tout à fait naturel quand on fait ce métier, et on n'est pas obligé de faire une conférence de presse pour dire qui est dans son bureau et qui on reçoit. Et en l'occurrence, alors à partir de là, moi, je n'en sais pas plus que vous, j'ai lu le journal comme vous, j'ai eu ce journaliste, et donc, mis à part cet horaire de 13h, et le fait que ça n'était pas une perquisition, mais donc une audition, une audition, je ne sais même pas d'ailleurs. Je ne sais même pas s'ils ont, d'ailleurs ça n'est dit nulle part, s'ils ont vu Poivre dans ce bureau. Apparemment, d'après le journaliste, ils ne l'ont pas vu. Donc, bon. Mais bon, c'est encore une fois simplement ce qui est dit par un journaliste qui a dû voir un procès-verbal. Pardon, je voudrais terminer. Quand la procédure était la suivante. Quand des personnes, parce que là, ce sont des personnes, encore une fois, les policiers, je ne sais pas, ils ne prévenaient personne. J'ai fait interroger, avant de venir à cette audition, la direction juridique et la direction des relations humaines de TF1. Il n'y a aucune trace non plus, mais aucune, de cette visite. Bien. Donc, on peut très bien imaginer que 2 policiers viennent et qu'ils ne se présentent même pas comme des policiers, qu'ils aient pu téléphoner éventuellement à Poivre avant pour dire qu'ils allaient le voir, comme une visite ordinaire. Mais en aucun cas, nous, on a eu la moindre trace d'une visite de la police dans les locaux de TF1 ce jour-là, et encore moins, évidemment, qu'ils aient entendu Poivre. D'ailleurs, le journaliste m'a précisé qu'en fait, Poivre a été convoqué après à la police. D'ailleurs, dans le papier, il est simplement décrit le bureau, et que les assistantes elles-mêmes avaient été convoquées à la police après. Donc voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, comment voulez-vous qu'on soit au courant dans un fonctionnement où quand même il y a une liberté de circuler, surtout à l'époque. Après, beaucoup moins, parce qu'après les attentats, etc., il y a eu beaucoup moins de liberté de circulation. Mais il y avait une grande liberté, c'est quand même une maison qui était très ouverte, quand même. Il y avait des hôtesses, il y avait la sécurité à l'entrée, mais une fois qu'on disait qu'on avait rendez-vous avec telle ou telle, une hôtesse soit montait accompagner la personne, soit une assistante descendait pour recevoir la personne. Mais les autres, on n'était pas forcément au courant, à partir du moment où ça n'était pas présenté comme une démarche officielle. J'entends ce que vous dites, Monsieur Namias, mais précisément, vous parlez par exemple d'une hôtesse qui arrive et donc les policiers se présentent à elle probablement et disent « Nous sommes la police, nous voudrions monter ». Je n'imagine pas qu'une hôtesse d'accueil ne relève pas à un moment, quelque part, le fait que des policiers ont demandé à voir Patrick Poivre d'Arvor. Comprenez que pour nous, c'est quand même extrêmement troublant. Par ailleurs, je voudrais souligner que vous dites que les femmes n'ont pas parlé et qu'il y a un dysfonctionnement sur le fait que les femmes n'ont pas parlé. Mais manifestement, puisqu'il y a eu au moins une plainte en 2005, elles ont parlé. Et elles n'ont pas un peu parlé, elles n'ont pas parlé timidement.
Elles ont parlé à la police pour déposer une plainte. Et en fait, donc c'était la première question, comprenez quand même que il me semble très, très surréaliste aujourd'hui que des policiers arrivent en demandant à voir Patrick Poivre d'Arvor et que personne dans la maison ne soit alerté de cette affaire-là. C'est quand même... aujourd'hui, je vous le dis, ça paraît tout à fait improbable. J'ai une seconde question concernant les femmes. C'est-à-dire que, manifestement, il y avait un processus qui consistait à mettre des jeunes femmes sur le plateau du 20h. Et c'est là que commençait le drame auquel elles allaient être confrontées après. Assistiez-vous à ce 20h, vous, en tant que directeur de la rédaction ? Puisque vous nous avez décrit les plateaux tels qu'ils étaient et vos bureaux tels qu'ils étaient, manifestement, vous étiez en proximité du plateau dans lequel se déroulait l'enregistrement. Avez-vous vu ces femmes sur ce plateau ? Et cela vous a-t-il alerté qu'il y ait toujours une femme présente lors des 20 heures de Poivre d'Arvor ? Madame la Présidente, si vous me permettez, je vais essayer de répondre extrêmement précisément. J'aimerais vraiment savoir, parce que vous avez tout à fait raison, et même que des policiers, alors que les policiers alertent, si par exemple 2 policiers disent « nous sommes policiers, nous allons voir, ou nous avons rendez-vous, nous allons voir M. Poivre d'Arvor », de toute façon, les hôtesses, elles ne feront rien d'autre que de prévenir les assistantes de Poivre d'Arvor et Poivre d'Arvor s'il est là. Il n'y a pas de raison qu'elles prennent leur téléphone pour dire tout d'un coup au directeur de l'information « j'ai 2 policiers », etc. Il n'y avait pas de raison, objectivement. Mais je vous pose une autre question. Est-ce que vraiment il est dit quelque part que les policiers se sont présentés comme policiers ? Puisque je vous dis que ce n'était pas une perquisition, d'après ce que je lis. Et que par ailleurs, apparemment, il n'y avait personne. Pardon, monsieur, mais on ne peut pas prendre rendez-vous, aller visiter M. Poivre d'Arvor sans avoir une véritable raison. C'est-à-dire, soit on a un rendez-vous avec M. Poivre d'Arvor et l'assistante à l'accueil vérifie qu'il y ait un rendez-vous, soit c'est la police et dans ces cas-là, on monte. Donc évidemment qu'ils ont dû se présenter comme étant la police s'ils n'avaient pas... C'est évident, mais je voudrais en être sûr. Oui. Bon, non mais sérieusement, et de toute façon, c'était une affaire, apparemment c'était une affaire privée. C'est pas apparemment d'ailleurs. Bon, donc ils ont peut-être même appelé le secrétariat de Poivre avant de prendre ce rendez-vous ou d'y aller. Bon. Mais cette affaire privée, est-ce qu'un policier un jour peut dire, est-ce qu'il y a une trace écrite du fait qu'un seul policier, dans toutes ces affaires, ait pris contact avec qui que ce soit à la direction de TF1 ? Un seul. Est-ce qu'il y a un texte pour dire ça ? Non. Pour une raison simple, c'est qu'ils ne l'ont jamais fait. Jamais. C'était des affaires privées et ils ne l'ont jamais fait. Ça ne veut pas dire que je ne me pose pas de questions, je vous l'ai dit. Bon, mais encore une fois, rien, c'est... Je vous dis que je sais que nous sommes inaudibles. Enfin, juste, pardon, ça n'est pas une affaire privée. Enfin, je le pose parce que ça n'est pas une affaire privée dans la mesure où c'est votre salarié dans vos locaux, ça n'est pas une affaire privée. Je me permets quand même de le poser de manière très claire pour que les personnes qui nous écoutent n'aient pas d'ambiguïté, monsieur le rapporteur. Rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, on sort de l'affaire privée et dans ce cas, dans le cas de cette personne qui a donc déposé plainte et qui a subi le processus que vient de décrire Madame la rapporteure. Elle a écrit à Monsieur Poivre d'Arvor parce que elle estimait son travail et avait une certaine admiration pour Monsieur Poivre d'Arvor. Monsieur Poivre d'Arvor l'a invité à venir assister au journal et suite à cette invitation, il a fait ce que les victimes appellent le coup du plateau. Une fois que le journal était fini, il l'a invité dans son bureau et il l'a violé. Ensuite, cette personne a porté plainte et une instruction a été mise en place. Voilà le cadre que je rappelle pour tout le monde. Mais la question de Madame la rapporteure est intéressante, de la présidente, pardon, j'ai oublié que ce coup-ci je suis le rapporteur et non plus le président. La question de Madame la présidente est importante. Est-ce que vous aviez remarqué le fait que régulièrement des femmes jeunes, moins jeunes, assistaient, assis dans un coin, aux prestations de Monsieur Patrick Poivre d'Arvor faisant son journal. Autant aussi incroyable que ça vous paraisse, non, pour une raison simple.
D'abord, Poivre a présenté le journal pendant 20 ans. On parle, il y en a peut-être eu d'autres, on parle de 70, 80, c'est absolument massif. Sur 20 ans, ça fait 4 par an, dans le cadre, et même pas, parce qu'il y en a eu d'autres qui n'étaient pas dans le cadre de TF1, beaucoup d'autres, dans des hôtels, dans des lieux privés, etc. Et donc, par conséquent, il faut quand même bien comprendre, mais encore une fois, moi, je le dis, il faut quand même essayer de comprendre ce que je dis. Tout à l'heure, vous avez dit, il l'a violée. Pardon, mais je ne suis pas parlementaire, mais je respecte la présomption d'innocence tout en étant absolument convaincu que toutes ces femmes disent vrai. Donc il faut bien être clair. Mais enfin, c'est clair ce que je dis. Mais moi, je ne peux pas dire il l'a violée. Elle dit avoir été violée. Bon, nous sommes d'accord. Bon. Je vais vous expliquer pourquoi je n'étais pas au courant. Pour une raison très simple. Et vous parlez, Madame la Présidente, je n'ai pas terminé la description des locaux de TF1, que beaucoup d'entre vous ici, dans cette maison, ont connu dans le passé, et très souvent. Les locaux dont vous parlez ne sont pas à l'étage de la direction. Alors, la vérité, c'est que les studios de TF1, enfin, moi je suis parti depuis 2008, mais enfin, et beaucoup de choses ont changé. La géographie notamment. Mais il reste que globalement, je crois que le studio du JT n'a pas changé de localisation. Il est toujours au premier étage. Et quand on va au studio de TF1, et même à LCI d'ailleurs, lorsqu'on va au studio de TF1, on passe après, effectivement, là pour le coup, c'est de présenter... il n'y a plus d'hôtesse salariée de TF1, à l'époque elle l'était, mais il y a un accueil, et on est conduit à travers des couloirs au journal de TF1. Là, je parle non pas de LCI, mais de TF1. Et au premier étage, à aucun moment, on ne passe à proximité d'un bureau de la direction qui, je crois, est toujours, en tout cas c'était mon cas, est toujours au deuxième étage. Bon. Quand je vous dis que... alors ça, c'est le premier point. Sur le plateau. Pardon, jamais. Bon, écoutez, alors là, pour le coup, pardon, Madame la Présidente, ça n'est pas du tout le mode de fonctionnement. Bon, voilà. Ni du 13h, ni du 20h. J'étais en régie, et en régie, vous ne voyez pas ce qui se passe sur le plateau. Il faut aussi entendre les choses, pardon. En régie, où on ne voit pas. La prompteuse est face, évidemment, aux journalistes. Et d'après ce que j'ai compris, les jeunes femmes qui étaient invitées par Poivre à venir voir le journal avant d'aller dans son bureau étaient dans un coin derrière la prompteuse, ce qui est absolument invisible de la régie. Donc, les personnes qui étaient invitées par Poivre passaient accueillies vraisemblablement soit par une hôtesse, soit par une assistante. Mais quand il les amenait au bureau, c'était là manifestement, je pense, l'assistante qui allait chercher la personne qui était dans le studio. Il y avait une sortie du studio et il fallait monter au second étage par un couloir qui ne donnait absolument pas. Et le couloir donnait directement par une porte dans le bureau de Poivre. Ce qui n'avait rien à voir avec mon bureau qui était à l'opposé. D'accord. Je voudrais vous citer en plus, je n'étais plus là à 9h15. Je voudrais vous citer le témoignage de Cécile Timorot, qui est cité par Libération, vous l'avez lu j'imagine aussi, qui a expliqué à la police qu'elle avait subi des coups de téléphone nocturnes et insistants de l'ex-présentateur du JT entre 90 et 91, et que ces appels avaient cessé après qu'elle vous avait prévenu. Et elle dit vous avoir raconté l'agression sexuelle dont elle a été victime au domicile de Poivre, d'Arvor, et vous auriez répondu « il fait chier, je m'en occupe ». Ailleurs, Cécile Timorot écrit « J'appréciais Robert Namias, directeur de la rédaction. Nous étions arrivés ensemble à l'émission du Petit Matin à TF1. Il voulait féminiser la rédaction, ce que vous avez confirmé à l'oral, et m'a promu durant ma carrière. Lui n'a jamais eu de comportement déplacé. Je lui ai parlé de ce qui s'était passé avec PPDA. Sa première réaction a été de me dire que cette affaire s'était déroulée entre adultes à l'extérieur de TF1, puis il s'est ravisé et engagé à s'occuper du problème. » Que répondez-vous à ce témoignage ? Et elle ajoute dans cette interview qui est à Mediapart, qu'ajoute-t-elle ? Elle ajoute qu'elle-même, jamais un instant, n'avait pensé que Poivre pouvait être un violeur, ce qu'elle a découvert ensuite. Donc pas plus que moi et pas plus que d'autres. Moi je dirais deux choses. D'abord la première, c'est que je l'ai dit, et c'est la vérité, très sincèrement,
Bon, je veux bien on ne me croit pas. Mais enfin, j'avais, je l'ai dit, des conversations permanentes à tout moment. Vraiment une vie où j'étais en permanence avec la rédaction. Cécile, que j'ai perdu de vue, mais qui était effectivement quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui travaillait très bien, et vraiment que j'appréciais. Je ne mets pas un instant en doute le fait qu'elle m'ait dit tout ça. Je constate, je ne m'en souviens pas, je l'ai dit, c'est la vérité. Bon, dans une conversation, bon, très bien. Je constate quand même que, effectivement, lorsqu'elle dit m'en avoir parlé, ensuite, en ce qui concerne le harcèlement s'est arrêté, donc j'ai dû dire à Poivre quelque chose. Ça, vous ne vous en souvenez pas non plus? Non plus, mais manifestement. Donc, bon, voilà. Et que, effectivement, il y a aussi la façon dont les choses ont été dites. C'est effectivement, vous avez tout à fait raison, et je l'assume tout à fait, je dis que je ne m'en souviens pas, je dis que ce qu'elle dit correspond vraisemblablement par définition à la vérité, et que, encore une fois, j'ai sans doute fait ce que j'avais à faire. Mais ni elle, ni moi, même en se parlant, à un instant, elle le dit, n'ont pensé que Poivre était violeur. Alors Muriel Réus, qui est ancienne cadre, et oui, après je te donne la parole. Muriel Réus, ex-cadre de TF1, elle aussi dit qu'elle vous a prévenu et que vous lui auriez répondu il a osé aussi avec toi. Et elle le dit devant la police. La direction de TF1 savait que ce que PPDA faisait aux femmes. Donc ça fait quand même 3 cas qui disent que vous aviez... Alors là, Madame la Présidente, excusez-moi, pardon, mais... je ne sais pas d'où vient ce document, je ne sais pas ce que vous avez trouvé, mais en l'occurrence, Muriel Réus n'a jamais dit ça. Et personne d'autre, aucune autre femme, j'ai vu un journaliste qui a écrit un livre et qui a fait une émission de télévision à laquelle j'ai refusé de participer, alors que 8 jours plus tard, j'ai répondu très longuement à C'était-vous sur Poivre. 8 jours plus tard, parce que ce journaliste est tout à fait odieux, je n'ai aucune raison de lui répondre dans ces conditions. En l'occurrence... Muriel Réus, je l'ai recroisée une fois sur un plateau d'LCI. Je ne la connais pas. Je la respecte tout à fait. Et ça n'était pas moi. Dans les propos qui sont rapportés, je me permets de vous indiquer qu'elle citait Patrick Lelay. C'était Patrick Lelay. Mais non, mais madame, c'est très important, les mots. Non, mais d'accord, mais c'est très important quand même. Parce qu'on est en train... J'ai entendu ce journaliste, par exemple, dire il y a des femmes. Non, il y a Cécile Timorot et je me suis expliqué. D'accord. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur Namias. Je note une certaine volonté de reconnaître un certain nombre de choses et c'est quelque chose que jusqu'à maintenant on n'avait pas toujours entendu et ça s'explique puisque c'est la première fois que vous vous expliquez, en tout cas sous serment, et sur ces questions-là. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi tout ça n'a pas été vu et pourquoi ça a dysfonctionné. Vous nous le dites, vous le dites sous serment, et donc je crois en votre sincérité, vous n'avez pas vu un certain nombre de choses. Cela dit, dans le droit du travail, l'employeur a une responsabilité sur ses salariés. Patrick Poivre d'Arbour était salarié de TF1. Comment ça fonctionnait pour que visiblement Patrick Poivre d'Arbour était quelque chose de l'ordre de l'électron libre et pourquoi il n'y avait pas les contrôles habituels qui sont des contrôles qui sont des obligations de l'employeur sur ses salariés? Tout, contrairement à ce qui a beaucoup été dit, il y a eu beaucoup de fantasmes. Il y avait la puissance de la chaîne, il y avait la puissance de l'audience. Ça, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que Patrick Poivre d'Arbour n'avait pratiquement aucun moyen. D'ailleurs, il ne le souhaitait pas, manifestement. Il arrivait tardivement le matin, il repartait peu avant l'heure du déjeuner, il revenait vers 4 heures de l'après-midi, et la plupart du temps, un collaborateur ou une collaboratrice écrivait une bonne partie du journal. Donc, au contraire, simplement, effectivement, le rédacteur, le présentateur est responsable de ce qu'il met dans son journal au moment où il le met. Mais les grands choix éditoriaux, les reportages, la relation avec l'ensemble des collaborateurs et des journalistes pour décider
Et effectivement, d'ailleurs, pour décider de qui fera tel reportage, etc., donc d'une certaine manière, de l'avenir professionnel de tel ou tel collaborateur, ça revenait à la direction de l'information et à la direction des reportages. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, pardon, vous dites reconnaître comme si c'était des aveux, mais il n'y a pas d'aveu. Moi, j'ai dit dès 2022, dans des émissions quand même très grand public comme C'est à vous, ou les interviews de France Inter du matin, tout ce que je pensais de cette affaire. Donc ça n'est pas d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être surpris par mes propos si vous les retrouvez. Bon. Pardon, là, la question était très importante, mais je viens de l'oublier. Donc vous voyez... Ah oui, non, sur les rapports entre normaux, vous dites, professionnels. Bon. Encore une fois, il y a un moment donné... Alors, je viens de vous donner le mode de fonctionnement de la rédaction. Bon. Et en ce qui concerne les affaires qui nous préoccupent, qui sont en effet pas seulement d'ordre privé parce qu'elles se sont passées dans les locaux de TF1, vous avez tout à fait raison, sauf que à partir du moment où personne, en ce qui me concerne en tous les cas, je n'en sais rien, malheureusement, pour le lait et moujotte. Mais je ne crois pas non plus. Vous savez, il faut savoir une chose quand même. Je sais bien que ce n'est pas toujours évident à croire ou à comprendre. Mais d'abord, il faut comprendre le fonctionnement général. Et il nous faudrait beaucoup de temps. Et nous n'en avons pas. Et je n'en ai pas, vous ne m'en donnez pas. C'est déjà formidable que vous me permettiez de m'exprimer ainsi. Mais comment pouvez-vous imaginer, mais vraiment un instant, qu'une entreprise du CAC 40, l'entreprise Bouygues, surtout avec, alors là pour le coup, je peux en témoigner, les valeurs de l'actionnaire, Martin Bouygues, avec qui je vais pratiquement une fois par semaine, une longue conversation d'actualité, etc. Comment pouvez-vous imaginer que nous aurions toléré un seul instant, qu'il puisse se passer des viols ou des agressions sexuelles dans les locaux de TF1 si nous l'avions su. Et je vais vous dire une chose. Pour s'occuper d'un cas de cette nature, faut-il en être informé ? Vous dites, et vous avez cité Cécile Timorot, apparemment j'ai agi derrière parce que j'avais été informé. En l'occurrence, pour ce qui concerne les viols et les agressions sexuelles, moi, je n'ai jamais été informé de rien. Je ne peux pas parler pour les autres, sinon que j'ai vérifié auprès de la DRH et de la direction juridique qu'aucune n'a jamais été informée de quoi que ce soit. Et je vais vous dire une chose. Moi, j'ai été informé d'un cas qui était un cas où des conflits d'intérêts majeurs entre son activité journalistique à TF1 et d'autres activités d'ordre privé, s'était doublé de comportements inappropriés, sexuels. Comportements. Bon, main sur les genoux, des monteuses, etc. C'était une très grande signature de TF1, une très grande signature. La DRH en a été informée. La DRH m'en a informé, ce qui est en effet la procédure habituelle, et il a été licencié sur le champ, sous couvert d'ailleurs d'une séparation à l'amiable. Voilà. Donc, encore une fois, ça n'est même pas imaginable. Et Poivre d'Arvor ou pas Poivre d'Arvor, si nous avions eu la moindre conviction rapportée par des propos identifiés qu'il y avait eu agression sexuelle ou viol à TF1, mais il aurait dû quitter immédiatement l'entreprise. Bien évidemment, et d'ailleurs nous aurions sans doute donné suite. Merci. Une dernière question et après on passe à la salle, enfin aux autres députés présents, pardon. Vas-y. Oui, justement, vous nous avez parlé de cas qui ont existé et sur lesquels vous avez pris des sanctions. Bon, le cadre juridique a changé entre 1996 et 2008, mais enfin, dans la période, un certain nombre de choses étaient rendues obligatoires sur l'accompagnement. Est-ce que au sein de TF1, il existait à cette époque
donc à partir des années 2000, des dispositifs pour prévenir et poursuivre des faits de VHSSS, donc règlement intérieur, charte, etc. Existait-il à l'époque un protocole de prise en charge des cas de signalement qui est à partir de, je crois que c'est des années 2000, est devenu obligatoire dans toutes les entreprises. Et est-ce que, autre question, mais vous y avez en partie répondu, est-ce qu'il y avait un degré de prise de conscience de ces enjeux à l'époque à TF1, dans la période 96-2008, avec, vous l'avez dit, ça a duré 20 ans, il y a eu évidemment des évolutions juridiques et sociétales dans la période. Je vous laisse répondre à cette question et après je vous propose qu'on passe aux députés présents. Alors très brièvement, non, à ma connaissance, il n'y avait pas, à ma connaissance. Alors dans la dernière période, entre 2000 et 2008, peut-être avait-on mis en place au niveau de alors c'est la DRH qui aurait mis en place une structure, mais très sincèrement, à ma connaissance, non. C'est vrai, non. Deuxièmement, en ce qui concerne la rédaction de TF1, qui était très différente de... Il y avait à la fois, mais bon, ça ne veut pas dire que on ne pouvait pas être critiqué, y compris par ses propres collaborateurs, ce qui me paraît la moindre des choses, ou mécontent de ses choix, ou mécontent de ne pas avoir été choisi pour tel ou tel reportage, telle ou telle émission. Mais il faut savoir ce que c'est qu'encore une fois une rédaction. Il y avait une telle osmose entre les collaborateurs qui se parlaient sans arrêt, et professionnels et privés. Il y avait, comme dans toute entreprise, il y a eu des mariages, il y a eu des divorces à l'intérieur même de l'entreprise. Enfin, bon, voilà, c'était une entreprise de ce point de vue-là tout à fait ordinaire et qui vivait en effet avec ce qu'était le mode de pensée et le mode de fonctionnement 20 ans, puisque vous parlez de ces périodes, 20 ans avant MeToo et plus. Et encore une fois, en tous les cas avec un patron, je me permets de le dire, qui était quand même assez intransigeant sur tout ça. Merci, Monsieur Namias. Je vous propose de passer au député présent, Madame Youssoufa. Ah, pardon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur Namias. Avant d'être députée, j'ai travaillé pendant plusieurs années à LCI, qui appartient au groupe TF1. J'avoue être un peu stupéfaite de ce que j'entends aujourd'hui. Et avec la permission de la présidence, je serai un petit peu longue dans la contradiction que je souhaite vous poser, parce que j'avoue que ce que j'ai entendu me paraît complètement décorrélé de la réalité. Certes, cette affaire telle qu'elle a été révélée est bien avant l'affaire MeToo. Cependant, vous étiez déjà journaliste quand a éclaté l'affaire Monica Lewinsky avec Clinton. Donc la question du harcèlement était connue en France, elle était commentée, elle a été largement couverte par votre rédaction et elle a eu un impact au niveau RH dans les grands groupes, dont le groupe de TF1. La question des violences sexistes et sexuelles n'est pas simplement les agressions sexuelles, il s'agit aussi du harcèlement sexuel. Et en tant qu'ancienne employée du groupe, je peux témoigner que les affaires de PPDA, personne n'imaginait, et ça je partage avec vous, j'en ai été la première surprise quand les affaires ont éclaté, personne ne pouvait imaginer des viols ou des agressions physiques, mais le harcèlement était parfaitement connu. Il était non seulement connu de la rédaction et de la direction, parce que plusieurs salariés sont venus auprès de la direction, de la rédaction en chef, de la RH, chaque fois qu'elles étaient l'objet du harcèlement caractérisé de PPDA, qui submergeait les salariés d'appels téléphoniques nocturnes, d'aller descendre chez elles pour aller leur faire part de ses ambitions sexuelles, mais dans la rédaction, il y avait tout un mécanisme qui avait été mis en place pour changer les plannings pour que ces personnes ne soient plus au contact de PPDA. De la même manière, quand vous évoquez son planning de manière un peu ésotérique, je rappelle que quotidiennement, la rédaction de TF1 avait la conférence de rédaction du 20h à laquelle participait systématiquement PPDA.
Et que l'obligation de l'employeur, ce n'est pas simplement de protéger PPDA, c'est de protéger les autres salariés. Et c'est ça aussi la question qui se pose lors de ces auditions ici. Donc à la lumière de ce que je viens de vous expliquer, j'aimerais que vous avez la latitude de revoir et de préciser votre témoignage, parce qu'il y a quand même des incohérences qui, non seulement ont été relevées, ne serait-ce que dans le livre de Romain Verlet, qui lui aussi était un salarié de TF1, Le Prince Noir, et qui détaille la géographie des bureaux de TF1, qui explique, et là je vais quand même, j'avoue que, ayant travaillé à TF1, on ne rentrait pas, ce n'était pas une maison ouverte, on rentrait avec une sécurité impressionnante, on ne pouvait pas circuler dans les bureaux de TF1 comme ça, il y avait des badges partout, donc il est impensable dans une maison remplie de journalistes de plaider « je ne savais rien », c'est-à-dire une profession par définition informée, et vous, rédacteur en chef, qui assumez ici devant la représentation nationale sous serment l'ignorance. J'avoue que les bras m'en tombent. C'est de dire, mon principal métier, c'est d'être boulanger, je ne sais pas quelle est, ou pâtissier, je ne sais pas quelle est la saveur du sucre. L'information dans une rédaction, a fortiori, comme vous l'avez dit, une rédaction osmotique, et je vous laisse vraiment l'adjectif que vous venez de dire d'osmose, où on mélange le privé et le public, le professionnel, vous êtes en train de dire qu'il y avait probablement des coucheries, des mariages, des divorces, certes, et c'était connu de tous, et là, la rédaction aurait totalement ignoré que des policiers seraient rentrés dans la rédaction. C'est impensable. De un, c'est non seulement impensable, à la lumière de l'activité de la rédaction de TF1, qui avait des contacts avec la police. Ne serait-ce que pour être informé dans le cadre des affaires de la rédaction police-justice. Merci. Donc si vous voulez parler d'osmose, on peut en parler parce que l'osmose entre la rédaction de TF1 et les services, le parquet de Paris, la police, etc., était connue et c'était une des qualités de la rédaction. Et là, subitement, on aurait été au courant de rien. Une rédaction dans laquelle on rentrait avec un badge uniquement sur autorisation, où on ne pouvait pas circuler sans badger, donc avec nécessairement pas seulement une hôtesse, mais quelqu'un de la sécurité. Vous allez nous dire que là, ces policiers sont rentrés et en fait, personne n'est au courant. C'est impensable. Donc je vous invite à revoir ou à préciser votre témoignage. Merci Madame Youssoufa. Je vous propose qu'on prenne les 3 questions et que vous répondiez. Oui, là, je voudrais bien répondre. Madame Legrain oui, d'abord. mais alors c'est une accusation qui mais sur un ton péremptoire, mais à laquelle je peux... Vous allez avoir le temps de répondre, ne vous inquiétez pas. Madame Legrain. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Namias pour votre présence ici, qui est importante. Je comprends que vous puissiez avoir le sentiment de subir des accusations. Ici, on n'est pas dans un tribunal, mais nous, à l'Assemblée nationale, on a aussi cette responsabilité d'essayer de faire la lumière sur ce qui se passe et sur ce qu'on doit mettre en œuvre. Donc moi, je comprends les remarques qui sont faites par ma collègue là et l'étonnement qu'elle a. Et je le partage. Je partage aussi l'étonnement de Madame la Présidente. Je vais essayer de repartir de choses que vous nous avez dites. Vous nous dites que vous ne vous souvenez pas, par exemple, avoir dit « il fait chier » et ensuite avoir agi auprès de Patrick Poivre d'Arvor pour lui faire cesser les messages téléphoniques répétés qu'il avait. Vous dites que vous ne vous en souvenez pas, mais vous semblez considérer que c'était possible que vous l'ayez fait, que vous ayez agi à ce moment-là. Alors moi, la question que je me pose, c'est à ce moment-là, et vous dites aussi que vous ne pouviez pas imaginer que c'était un violeur. Et moi, j'essaye de comprendre dans quel cadre de pensée on est à ce moment-là et de compréhension des obligations dans le cadre du droit du travail et des obligations de façon générale dans le cadre de la loi. C'est-à-dire, à l'époque, est-ce que vous considérez que vous étiez dans l'incapacité de qualifier des faits de messages répétés à caractère sexuel comme du harcèlement sexuel? Et est-ce que vous pensez qu'à l'époque, vous étiez aussi dans l'incapacité de vous dire que quelqu'un qui avait ce genre de comportement pouvait, dans la logique du continuum des violences, éventuellement être l'auteur de violences sexuelles plus graves? Je vous remercie. Merci, Monsieur Taverne, et ensuite vous aurez tout le loisir de répondre, Monsieur Namias. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur Namias. Alors, avec mon collègue, on faisait partie de la commission d'enquête, cette même commission d'enquête lors de la précédente mandature, qui malheureusement s'est terminée après la dissolution. Alors, nous avions auditionné plusieurs personnes
du monde du spectacle, de l'audiovisuel, etc. Et en fait, elles ont bien insisté sur le fait qu'il y avait une omerta, une culture du silence, pour des raisons professionnelles, pour aussi une carrière personnelle. Donc, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y a cette culture du silence? Et pour vous, quelles seraient les préconisations, en tout cas vos préconisations, et tous les dispositifs à mettre en place pour y remédier? Merci. Je vous remercie, Monsieur Namias. Alors, d'abord, pardon, mais effectivement, vous étiez à LCI à quelle époque et vous y faisiez quoi? Non, mais... si, non. Je veux comprendre, comprendre parce que vous avez affirmé un certain nombre de choses. D'accord, mais vous dites quoi? Pardon? Bon, mais donc, maintenant, je vais répondre, madame. Madame la députée, Non, s'il vous plaît, là c'est moi qui préside la séance, donc je vous propose de répondre, Monsieur Namias. Elle vous a dit qu'elle avait été journaliste à la rédaction de LCI, ce qui permet d'avoir une vision de l'intérieur. D'abord, je voudrais préciser que la rédaction de LCI, que je ne dirigeais pas, était très très isolée de la rédaction de TF1 à l'époque. Bon. Deuxièmement, je le dis, effectivement, vous avez cité bouquin d'un ancien collaborateur de TF1 qui n'a pas été très longtemps et qui affirme un certain nombre de choses de manière extrêmement péremptoire. Vous les affirmez, pardon, Madame la députée, de la même manière. Vous dites tout le monde savait, et on se racontait des choses, etc. J'ai dit, moi, ce que, en tant que directeur de l'information de TF1, directeur général adjoint de TF1, sous serment, je savais ou ne savais pas. Et vous me dites, ou je suis incompétent ou un imbécile, incompétent peut-être, encore que ma carrière depuis 55 ans me laisse penser que ce n'est pas tout à fait vrai, imbécile peut-être, mais là également, c'est quand même une affirmation très très péremptoire. Bon. Quand vous dites, ou quand je réponds à l'autre question, quand on dit Cécile Timorot, moi je dis, et il n'y a aucun document, c'est pour ça que je dis que ce sont des affirmations totalement. On dit toujours des femmes, des témoignages, des noms. Moi, je peux vous dire, et je ne donne pas des noms par respect pour ces femmes, y compris celles qui ont écrit des livres, avec qui je suis en contact très régulier. Je ne pense pas qu'elles aient dit ce que vous dites avec ce ton péremptoire sur ma personne et sur la façon dont on fonctionnait à TF1. Je ne pense pas. Il y a une question d'omerta sur laquelle je veux bien revenir, mais certainement pas. Bon. Donc, vous affirmez des choses. Très bien. Vous avez sans doute des informations que je n'ai pas, et donc j'affirme que je ne les ai pas. Vous avez sans doute des noms, des témoignages, des femmes qui ont dit « j'ai dit telle chose à un tel ». Cécile Timorot a dit « j'ai dit à Robert Namias ». Et j'ai répondu. S'il y a une seule femme qui peut dire la même chose, je répondrai ou je ne répondrai pas selon. Mais en tous les cas... En l'occurrence, là, c'est vraiment un flot d'affirmations sur la façon dont on vivait à TF1 qui n'est pas LCI. Pas du tout. Et à l'époque, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... c'est lié, c'est la même direction générale, etc. Ça n'était pas le cas. Il y avait un directeur général de LCI, il y avait une maison qui était totalement isolée de la rédaction de TF1. Alors on pouvait très bien se rencontrer, n'importe qui a le droit de se rencontrer n'importe comment, dans les couloirs, à la cantine, etc. Ça n'était pas le plus fréquent. Moi, je peux vous donner le nom de dizaines de collaborateurs que je n'ai pas vus depuis 15 ans ou 20 ans, et dont je suis sûr qu'ils vous diront exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Sur notamment le tout le monde s'en parlait, tout le monde savait, etc. Bon. Et donc, ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas eu une question d'omerta. Ça, c'est vrai. Ça, c'est certainement vrai. Je le constate puisque personne m'en a parlé. C'est bien ce qu'on appelle de l'omerta. Bon. Et cette omerta, c'était quoi? C'était effectivement... le fait que quand vous avez affaire à un présentateur qui choisit dans le flot de sujets qui vont être traités dans la journée et les reporters qui vont avoir à faire ces sujets, qui choisit tel ou tel collaborateur, c'est vrai qu'à un moment donné, et surtout quand on est jeune journaliste, tout à fait normal, d'abord on aspire qu'à une chose, c'est à ce que son reportage et son sujet passe dans le journal, et donc par conséquent,
on ne fera rien. Et puis effectivement, à un moment donné, l'aura du présentateur, elle n'est pas que d'ailleurs à l'intérieur de TF1. Je peux vous dire que la quasi-totalité, à l'époque, dans les années 2000, était persuadée qu'il fallait passer à TF1 pour vraiment... Bon, c'était pas forcément vrai. Monsieur Namias, on a entendu que donc, vous ne saviez rien. Non, vous l'avez répété. Je vous propose de répondre aussi aux autres députés qui ont présenté et du coup d'apporter des réponses à Madame Legrain et Monsieur Taverne. Madame Legrain, pardon, est-ce que vous voulez bien reposer votre question? Merci. Je vais essayer de faire bref. Qu'est-ce qu'il vous manquait à l'époque pour que des accusations de messages répétés à caractère sexuel soient caractérisées comme du harcèlement ou... je t'avais pardonné la parole, pardon, mais c'était juste pour que vous puissiez répondre à Madame Legrain, mais parce que vous ne vous souveniez plus de sa question, c'est ça? Donc vas-y, répète la question. Ouais. J'essaye de faire vraiment plus vite. Voilà, qu'est-ce qui vous manquait? Qu'est-ce qui faisait que vous ne pouviez pas à ce moment-là être alerté sur le fait que c'était potentiellement des faits de harcèlement sexuel, c'est-à-dire condamnable, et que potentiellement cela pouvait témoigner, cela pouvait pointer également vers d'autres types de violences. Voilà. Et Monsieur Taverne vous demandait quelles préconisations vous auriez pour améliorer la situation aujourd'hui. Merci Madame la Présidente. Alors d'abord, très sincèrement, puisqu'on tourne autour du témoignage de Cécile, encore une fois, je ne doute pas un quart d'instant que tout se soit passé comme elle le dit, mais par contre, le contenu même, est-ce qu'elle m'a décrit, est-ce qu'elle m'a dit « il m'emmerde au téléphone sans arrêt la nuit, etc., il faut que ça s'arrête », ou est-ce qu'elle m'a décrit des propos de nature, puisque vous me demandiez à partir de quel moment le harcèlement sexuel pouvait être considéré comme quelque chose qui ressemble même à une espèce d'agression sexuelle, voire de viol, et donc à partir de quel moment on devrait intervenir. Bon, très sincèrement, il faut aussi quand même se poser en toute honnêteté la question de savoir comment les choses sont dites. J'ai eu d'autres cas de harcèlement qui n'étaient pas sexuels, etc., sur lesquels je suis intervenu, mais les choses étaient dites clairement. Là, en l'occurrence, je ne sais pas. Bon, ce qui est sûr en tous les cas, c'est qu'on a manqué de moyens, mais je le répète, et vraiment, c'est... je comprends même pas qu'on ne l'accepte pas, cette idée, c'est que dans les années 80, 90, voire 2000, on n'avait pas du tout, à titre personnel on pouvait l'avoir, mais on n'avait pas du tout la même approche de ces questions de harcèlement sexuel qu'aujourd'hui. Vous dites par exemple, vous avez parlé de l'affaire, vous avez parlé de l'affaire Clinton. Mais est-ce que c'était un harcèlement sexuel ou est-ce que c'était le fait qu'un président des États-Unis avait des rapports sexuels avec l'une de ses collaboratrices, assistante lointaine, dans son bureau? C'est pas du tout la même chose, mais c'était pas forcément du harcèlement, et ça pouvait être tout à fait consenti. Donc déjà, vous me dites, oui, quand je disais, pardon, mais le ton péremptoire pour me dire, vous saviez, etc., et vous qui aviez traité l'affaire Clinton, mais l'affaire Clinton, vous la présentez déjà comme quelque chose qui n'est pas du tout forcément la réalité de ce qu'était l'affaire Clinton. Ce que vous dit Madame Youssoufa, et pardon de faire son porte-voix, c'est qu'en fait, il y a eu donc, ce qu'elle décrit, et je reprends les propos qui ont été tenus, c'est qu'il inondait les personnels de TF1 de messages et que les RH avaient réorganisé les plannings pour ne pas les croiser, ce qui quand même constitue un acte. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez interrogé les RH qui n'avaient aucune espèce de connaissance des faits. Là, il y a véritablement une question. Monsieur le rapporteur. Oui, bon... Je vais quand même dire que, pardon, la RH ne s'est jamais occupée des plannings de la rédaction de TF1. Bon, il y a des instructions en cours. Il y a des instructions en cours et durant ces instructions, des choses seront constatées. Moi, en tant que rapporteur de cette commission d'enquête, ça ne m'intéresse pas de faire le juge d'instruction ni le procureur. Non, pas moi, monsieur Namias. Et donc, à ce titre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce système et ce moment de l'histoire de cette chaîne, parce que, effectivement, et quelque part, je vous donne gré de ce fait, les mœurs
la vision de la société a changé, et 2, le code du travail et le code pénal se sont transformés. Il n'est pas le même depuis 1996, il a changé, et à partir de 2002 pour le code du travail et 2010 revu, il me semble, pour le code du pénal, les choses ont évolué. Cela dit, moi j'aimerais revenir sur cette idée d'omerta. Et je comprends, et il y a quelque chose qui est extrêmement troublant, parce que prenons un exemple, qui sont des exemples qui ont été sourcés, et personne ne remet en cause, ni vous, la parole des victimes. Comment on peut imaginer que dans des bâtiments comme TF1, qui sont des bâtiments sérieux, il puisse se produire des viols nuitamment, sans qu'un jour personne ne croise, n'entende des bruits, des agissements? C'est une question que je me pose, c'est comment est-ce possible? Parce que on minimise à 70, ce qui est déjà massif, c'est du viol massif, sériel. L'enquête le dira. Mais donc on peut imaginer que c'était fréquent. Et comment jamais personne, une assistante de M. Poivre d'Arvor, un journaliste qui traînait dans la rédaction, n'ait pu entendre cela? Moi, c'est ça que je veux entendre. Et après, on laissera la justice faire son travail sur les faits que vous avez donnés et sur les accusations diverses et variées qui sont faites. Merci, parce que nous, ici, nous nous posons la question évidemment de la responsabilité pour essayer aussi de trouver les réponses législatives qui conviennent. Hein. Donc, je replace le cadre. Alors, vous n'avez toujours pas répondu à Monsieur Taverne, mais je vais donner la parole à Madame Bourroua et peut-être à Madame Youssoufa si vous vouliez répondre. Et après, je vous propose qu'on en arrête là. Ce sera frustrant, mais on en arrête là, ok ? Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur Namias. Donc vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous n'aviez rien vu, vous n'avez pas été informé, vous n'avez pas du tout de traces de visite de la perquisition des policiers, en expliquant surtout la localisation des bureaux, loin des vôtres, etc. Permettez-moi simplement de dire que c'est assez troublant, c'en est même assez inquiétant dans l'organisation de cette grande entreprise, comme que vous avez dit, du CAC 40, l'entreprise de Martin Bouygues. Voilà, c'est absolument oui, très très inquiétant. Moi, je voulais revenir sur l'atmosphère qui régnait à ce moment-là au sein de votre groupe. J'aimerais que vous me la décriviez. Est-ce que pour vous, la notion culture du viol, c'est-à-dire l'ensemble des comportements qui banalisent, qui excusent et qui justifient les agressions sexuelles, comment maintenant ça peut correspondre à la situation qui a été vécue à l'époque au sein de votre groupe? J'aimerais bien avoir votre avis sur cette notion. Merci. Merci. Madame Youssoufa, vous vouliez reposer une question? Oui, merci Madame la Présidente. Rapide, s'il vous plaît. Oui, pour précision. La rédaction de LCI, parce que je pense que, je vous rappelle une nouvelle fois, vous êtes sous serment et vous avez un devoir de précision. Contrairement à ce que vous avez affirmé, la rédaction de LCI et la rédaction de TF1 avaient des services en commun. À l'époque, vous ne dirigiez pas la rédaction de LCI, certes, mais vous aviez des journalistes qui travaillaient et des opérateurs tels que les services d'infographie ou de supervision des échanges internationaux, c'est-à-dire les images que l'on recevait par les agences qui travaillaient pour les deux rédactions. Donc, ce que vous dites est faux. Les locaux étaient partagés. Une partie était dans la tour de TF1. L'entrée était commune. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y avait pas de contact entre les deux rédactions. C'est faux. Et par précision, quand vous dites que M. Verlet a travaillé brièvement à TF1, il y a travaillé 3 ans. Donc je ne sais pas, effectivement, au regard de votre longue carrière dans le groupe, c'est peut-être très bref. Merci. Mais pour les béotiens que nous sommes, c'est quand même pas quelqu'un qui était de passage dans le groupe. Il a fait 6 ans dans le groupe TF1. Merci Madame Youssoufa. Donc, il y a une question sur la culture du viol et qu'est-ce que vous en pensez? Et la question de Monsieur Taverne que je repose pour la 3e fois, c'est quelle préconisation vous auriez depuis la place que vous avez occupée et dans les difficultés de voir que vous nous avez décrites, quelles seraient les préconisations que vous feriez à la représentation nationale pour améliorer les choses? La culture du viol, mais c'est même pas imaginable, madame. Mais même pas imaginable. Comment peut-on dire qu'on avait la culture du viol, qu'une entreprise aurait la culture du viol, ou que
des collaborateurs en recette culture. Il y a un collaborateur qui est en cause. On rappelle quand même que sur la totalité, encore une fois, on peut nous reprocher beaucoup de choses. On peut même... pardon, monsieur, juste une précision. Ce qu'on appelle la culture du viol, ça n'est pas le fait que l'entreprise est une culture du viol. C'est le fait que la culture du viol, c'est qu'on ne perçoit pas les signaux faibles qui sont envoyés quand il y a des violences vis-à-vis des femmes. Oui, et qu'en ça, fait, il y a un continuum terme, de violence. Madame, je ne suis pas certain. Il faudrait retrouver peut-être des documents qui affirmeraient ce que je vais dire, mais je ne suis pas certain. Ce terme, on l'emploie aujourd'hui, à travers, en effet, des signaux faibles qui, effectivement, font parler de culture du viol. Mais la vérité, c'est on parle de ce qui s'est passé il y a 20 ou 30 ans. Bon, et il y a 20 ou 30 ans, les signaux faibles n'étaient pas considérés comme participant éventuellement à une culture du viol. Bon, donc, encore une fois, je pense vraiment qu'il faut aussi replacer les choses dans son contexte. Je voudrais simplement dire à Madame la députée Youssoufa qu'on ne peut pas affirmer... Il ne s'agissait pas de journalistes, les services communs. Il n'y avait pas de service journalistique en commun et rédactionnel. C'était de l'appui rédactionnel à l'infographie, notamment. C'est ce qu'on appelle de l'appui rédactionnel. Quant à Romain Verlet, moi, très sincèrement, je ne sais pas de quelle époque il a été. Je crois l'avoir croisé quelques fois dans la rédaction de TF1. Moi, j'en suis parti en 2008. Je sais que nous nous sommes croisés, mais ça s'est à peu près arrêté là. Bon, voilà. En ce qui concerne les propositions que on peut faire, il y en a une d'évidence, c'est qu'il faut trouver les moyens. Alors, ça ne peut pas être tout à fait des moyens anonymes, parce que par définition, si la DRH d'une entreprise, quelle qu'elle soit, une rédaction en particulier, doit se saisir d'une question de harcèlement sexuel ou de viol, il faut trouver un moyen que toutes les collaboratrices, sans exception, se sentent en sécurité pour pouvoir en parler. Pas forcément. Moi, j'aurais trouvé très normal que... Je trouvais très normal, d'ailleurs. Moi, j'ai parlé avec certaines, plus que parlé, on s'est vu longuement, etc., qui sont à l'origine, en fait, des témoignages concernant TF1. Après la révélation des faits. Après la révélation des faits, on s'est beaucoup parlé, etc. C'est la première chose que j'aurais dit. J'aurais dit, mais de toute façon, tu ne m'as rien dit. Tu ne m'en as jamais parlé. Et j'avais l'impression que, quand même, on était assez proches, etc. Bon, voilà. Et elle me dit, mais à l'époque, c'était impossible, quoi. Au-delà même de Poivre, au-delà même de la puissance de Poivre. Et qu'une femme... Peut-être que c'est ça le sujet. C'était il y a 20 ans, et c'est ça le sujet. Et que ça ne peut plus être comme ça, du tout, du tout, du tout. Et il faut... Alors, je pense qu'il doit y avoir un circuit. Alors, il faut voir quelles sont les propositions après législatives que ça peut prendre, quelle forme ça peut prendre, mais un circuit dans l'entreprise qui fait que ça n'est peut-être pas justement le patron qui soit le premier informé. Mais que, alors la DRH, et si ça se passe dans la DRH, ben c'est pas la DRH qui est informée. Mais en tous les cas, il faut un circuit dont on est sûr qu'il protégera à la fois celle qui donne confiance, qui protégera à la fois celle qui a l'intention de se plaindre et de porter plainte, et qui en même temps permettent ensuite d'agir. Quelle que soit l'entreprise, hein, et quel que soit le service, le patron reste le patron. Il est fantasmé, il est souvent fantasmé, le patron. Il n'est pas toujours, hein, parce que, vous savez, tout ce qu'on dit là, ça continue dans beaucoup d'entreprises. Beaucoup, beaucoup. Hein. Le harcèlement sexuel, les viols, j'en sais rien, mais le harcèlement sexuel, ça, c'est évident. Le fait de faire pression, c'est évident. L'omerta, c'est évident. Et je pense même que dans l'audiovisuel, aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà un certain nombre de dispositions qui ont été prises. Elles sont sans doute insuffisantes, elles ne sont pas législatives, mais je pense que ça n'est plus le lieu où continue de se passer ce qui est inacceptable. Regardez ce qui se passe sur d'autres chaînes et vous verrez qu'il y a encore des sujets. Bon, voilà, cette audition arrive à la fin. Moi, j'aimerais juste vous poser une ultime question, Monsieur Namias, qui appelle une réponse par oui ou par non. C'est si vous aviez su, si quelqu'un avait su dans la direction, est-ce que Patrick Poivre d'Arvor aurait-il pu être licencié de TF1 ? Oui,
Absolument. Merci. Je vous remercie beaucoup pour cette audition qui, évidemment, n'a pas été un moment agréable, j'imagine parfois, bien, mais cela fait peu partie emporté, mais bon. de notre mission et nous vous remercions de vous être prêtés à nos questions et nous continuerons ces auditions, y compris, évidemment, sur le cas de TF1. Je remercie les députés présents et présentes.